Salut à tous. Des nouvelles des Dallas Mavericks. Ça fait longtemps. Cette partie était restée un petit peu en stand-by, surtout que je les contrôle en même temps que les Pistons, dont je vous ai proposé une évolution récemment. Et donc, j'ai aussi fait évoluer les Mavs, hein, c'est normal. On va aller loin, jusqu'au début de saison 2021-22, puisqu'on va passer l'été 2021 après avoir abordé déjà l'été 2020, puisqu'on en était resté à une finale qui pourrait être très réaliste, hein, pour cette année donc, hein, finalement, malgré le format qu'on connaît, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir. Bref, par exemple, on avait vu là les Lakers qui s'étaient fait taper 4-0 par les Clips. Bon, voilà, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Et après, très rapidement, on allait gérer notre intersaison avec, je dirais, pas des masses de choses à faire du côté des Mavs, mais quand même quelques éléments essentiels. Alors, au premier rang desquels, essayer de se positionner par rapport à un pivot. C'est que Dwight Powell, à ce stade-là, évidemment, vous vous souvenez, il s'est très très gravement blessé. C'était en début d'année civile 2020. Dwight Powell, on l'a perdu pour peut-être un an et demi, ou en tout cas pour au moins une année. Et de ce fait, il y avait vraiment nécessité pour moi d'aller chercher un pivot, parce que Willie Cauley-Stein, dont on se souvient qu'il avait été l'objet d'un tout petit transfert mineur qui avait permis aux Mavs de boucher un petit peu des trous dans la rotation, Willie Cauley-Stein ne peut pas faire la maille bien longtemps, à mon sens, pour cette équipe. J'ai drafté deux fois, donc c'est assez intéressant d'avoir quand même une fin de tour, une fin de premier tour. J'ai jeté mon dévolu sur Ashton Hagans, et il y a une autre opportunité qui s'est offerte à nous, c'est le premier choix du deuxième tour. Et j'ai été sur Khalil Whitney, qui est, allez, comme Hagans, en fait, tous les deux, ils ont un point commun. Et c'est vraiment la thématique de cet épisode. C'est faut-il renforcer athlétiquement ces Mavs pour entourer Luka Doncic de gens qui puissent apporter voilà, une certaine intensité, une certaine qualité athlétique. Voilà, pour moi, c'est vraiment la question majeure sur NBA 2K. Si on veut commencer à envoyer une dynastie du côté de Dallas, il faut essayer de se positionner sur ça. Et moi, je fais un choix. Vous avez vu, donc j'ai été chercher deux rookies. Alors évidemment, ils sont modestes, hein, mes deux rookies. Je ne pense pas qu'ils vont avoir un impact immédiat. Par contre, comme l'idée serait plutôt de se projeter sur 3, 2, 3, 4 ans, je pense qu'en fait, avec leur évolution à eux, évidemment, on va s'accompagner par exemple de la baisse de Barrea, il y a peut-être quelque chose à espérer. Et puis, regardez, surtout, il y a eu un trade. Voilà. Parce que j'ai été profiter de la très bonne saison de Tim Hardaway, conjuguée à la blessure de Lamb pour très longtemps aussi du côté d'Indiana, pour essayer de proposer un deal que les Pacers ont accepté et dans lequel on récupère quelqu'un qui n'est pas au mieux depuis l'avènement de Sabonis l'an dernier. Enfin, je ne sais pas comment il faut le dire les choses. À partir de la saison 2019-2020, Sabonis, souvenez-vous, au moment du camp d'entraînement, signe son extension. Il était en dernière année de contrat rookie, ce qui fait qu'il fallait signer avant le début de la saison NBA, comme le stipulent les règles du CBA. On a donc été chercher Miles Turner, que les Pacers nous ont lâché d'autant plus volontiers que, apparemment, vu leur stratégie dans la partie, ils veulent faire jouer Sabonis en 5. Mais moi, ça tombe bien parce que il m'intéresse énormément, l'ami Turner. Vous voyez qu'au niveau des overalls, il y a eu quelques évolutions, mais pas tout à fait majeures, hein, sur cet été 2020. Il y a Finney Smith, en fait, voilà, qui a fait une énorme progression. Porzingis, qui a aussi quand même pris un plus 4, ce qui n'est pas rien, hein, quand on est passé de 85 à 89, c'est quand même costaud. Miles Turner, légèrement sous-coté, probablement à cause de ses performances de l'année en cours, hein, puisque ça s'était basé sur un My League. Un commencer maintenant, autant pour moi, je suis désolé. Un commencer maintenant, donc forcément Turner impacté, hein, par cette espèce de conflit d'intérêts entre Sabonis et lui, avec sûrement un gros casse-tête pour Nate McMillan, le coach des Pacers. On en reparlera, mais je pense qu'en tout cas, Turner, malgré le fait qu'il soit un mec hyper loyal, pourrait bouger. Vous avez vu, j'ai bossé le rebond, notamment pendant cette intersaison, parce qu'il me semble que Porzingis et Turner doivent apporter une stabilité à l'intérieur, de par notamment
une capacité à bien rebondir. Il y a un homme dont j'ai pas beaucoup parlé, mais on a le temps de le faire un peu plus tard. C'est McDermott qui était inclus dans le trade. McDermott m'intéresse au même titre que Seth Curry. En fait, ce sont tous les deux des shooters de très bon niveau, hein, disons les choses. Très bon niveau pour ces deux shooters-là. C'est important d'avoir des spot-up shooters dans une équipe comme celle-ci, parce qu'à côté de ça, on va avoir un Brunson qui a un style bien à lui, hein. Finney-Smith qui va être sur un profil un peu plus défensif. On va avoir deux intérieurs capables de pop, c'est-à-dire fameuse pose d'écran pour s'écarter et être capable de donner une solution à l'attaquant porteur de balle, en l'occurrence Doncic sur un anti-précédent, pour ressortir si jamais il y a prise à deux sur lui au moment de sa pénétration. Donc voilà, on est toujours sur les mêmes bases, hein. Turner m'intéressait beaucoup aussi pour cette raison-là, mais il y a quand même une question de rebond à régler. Ainsi, je tente cette année qui va venir, hein, ce que je vais vous présenter là, dans le résumé, je tente donc le pari du Turner en 5, Porzingis en 5 lorsque Turner n'y est pas. Sinon, on peut aussi avoir à des moments la doublette sur le terrain. Et il faut voir. Je veux tester ce que ça donne au niveau de la dissuasion. Après, on fait notre mentorat, on a l'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Et puis encore une fois, oui, je crois beaucoup en Whitney, en Harrigan, mais ça c'est plus à l'échelon de 2 ans peut-être environ. Profils dans l'équipe qui sont assez disparates, hein, puisque je vous ai dit, il y avait Curry et McDermott qui peuvent être considérés comme des spot-up shooters, et Dieu sait s'il en faut en NBA d'aujourd'hui, hein. Et on a Dorian Finney-Smith, et vous avez vu qu'au passage j'avais aussi récupéré Jay Crowder, parce qu'il me semblait que ces deux-là pouvaient avoir dans un rôle de 3-4 qui défend, en tout cas qui peut apporter aussi quelques qualités athlétiques. On verra si c'est suffisant ou pas, hein, toute la question. Mais dans ce rôle-là, j'ai besoin de ces mecs-là pour un petit peu densifier, solidifier le secteur de ces postes 3-4, ou en NBA on va se retrouver très souvent à devoir défendre. Quelle est belle celle-là. On va devoir défendre très souvent sur des mutants, disons-le, hein, des mutants au poste d'ailier. Si vous avez personne à opposer au poste d'ailier à certains mutants, ben vous faites désosser, que ce soit un NBA réel, soyez chanceux, hein. Il n'avait pas annoncé la planche. Vous vous faites désosser de la même manière que vous vous faites désosser si à l'intérieur il n'y a pas quelqu'un qui a un peu de dissuasion. Donc voilà, en fait je pense que les axes de progression de ces Dallas Mavericks, qui est une équipe qui m'excite beaucoup et que je trouve extrêmement intéressante, déjà parce que Luka et parce que Porzingis, etc. Je pense que les axes de développement de cette équipe-là, en tout cas moi c'est le point de vue que j'ai pris, c'est essayer d'avoir de la dissuasion dedans, essayer d'avoir à l'aile au moins 2, mais je pense dans l'idéal plutôt 3 profils assez défensifs pour pouvoir en défense relativement cacher Luka Doncic, parce que Luka Doncic n'est pas le prototype du mauvais défenseur à la James Harden dont on a souvent décrié le comportement défensif, mais il n'en reste pas moins que Luka Doncic, sa force principale, ça n'est pas la défense, c'est l'attaque. Donc il faut à tout prix cacher ce joueur, tout en sachant que si on se retrouve quand même à devoir le faire défendre, ce sera pas non plus l'horreur, mais il se fera éclater la bouche dès lors qu'il va se retrouver face à un ailier de type LeBron James, de type Antetokounmpo, cela va sans dire, même si Antetokounmpo joue plus 4 maintenant, là, à ce stade-là. Voilà. Hein, donc le truc est posé même face à Jimmy Butler. Luka Doncic a beaucoup de mal à défendre Jimmy Butler si Jimmy joue en 3. Enfin, voilà, ce sont que des exemples, mais je pourrais vous parler de Paul George, de Kawhi Leonard, on pourrait parler de tout ce qu'on veut, hein, dans la ligue, au niveau des talents au poste 3, en tout cas qui joue souvent en 3, il faut trouver un moyen de densifier l'équipe. Voilà. Et donc, je pense que ces deux chantiers, le poste 3, le poste 5, en tout cas la défense aussi sur ces postes-là, sont moi les points desquels je suis parti en fait, hein, concernant ces Dallas Mavericks. Je me suis dit que Brunson, ça fait le boulot. Barea, bon, est sur la fin, mais au nom de la fidélité, on va certainement pas l'évacuer.
Je me suis dit également, vous voyez là, intéressant, voilà, de voir la dissuasion qui peut être la nôtre. Je me suis dit qu'il fallait donc. J'aime bien l'idée de Dylan Wright en fait. Je le trouve intéressant ce mec. Je trouve au final un bon défenseur, doté d'un playmaking très très correct, une capacité à shooter. Dylan Wright, je pense, c'est un joueur qui est intéressant dans ce système-là, où il a peut-être pas besoin non plus d'avoir forcément trop la balle pour exister. Et c'est de toute façon le profil de joueur qu'il faudra. Hein. Voilà, celui-là, il est. Quelle insolence de Porzingis, capable comme ça de fulgurance à des moments. Hein. Après, il peut avoir des trous défensifs, il peut avoir des grosses difficultés par séquence. Les shoots ouverts parfois qui rentrent pas, ça à la limite, c'est l'adresse, c'est un facteur qui est pas quantifiable. Et donc, regardez-moi ces petits nuggets qui prennent ici le contrôle de cette fin de match. Et ça, c'est assez embêtant. Ils prennent le contrôle de la fin de match avant que Miles Turner vienne nous positionner en tête. Nikola Jokic qui refait passer Denver. Donc fin de match à accident que ce Denver at Dallas. Ici, ouais, joli mon poulet. Joli Finney Smith, énorme, capable de faire comme ça le fadeaway. Là, franchement, je m'avais pas compté là-dessus, hein, je vais être franc. Et Miles Turner qui continue à se régaler, à balancer du contre. En veux-tu, en voilà. Vous avez compris, c'est un peu un Turner game. Hein, attendez, égalité, est-ce qu'on va aller défendre la possession. Comme par hasard, j'ai mis Dylan Wright en fin de match et non pas Jalen Brunson qui est un petit peu moins bon en défense, ou moins bon d'ailleurs tout court. Mais voilà, il me semble qu'en tout cas, il y a moyen, et moi c'est ce que je voulais également, c'était ne pas faire trop de changements, mais quand même peut-être apporter 2-3 touches. C'était mon objectif avec ces Mavs. Voilà. Donc j'ai fait ce que je vous ai montré, à savoir l'été qu'on a vu. Ensuite, prise à 2. Et pam, ici, voilà. Ça, c'est typiquement le jeu Mavs. C'est inspiration, shoot, parce que opportunité. Et avec le talent, ça passe. Quoi, parce que cette équipe est bourrée de talent. Et donc, voilà le registre un peu sur lequel j'essaie de jouer. Ici, le fadeaway, peut-être un peu lointain, si on avait déjà vu Nikola Jokic mettre ce genre de panier. On va s'imposer, mais ça aura vraiment été dans la douleur, en prolongue. Et c'était intéressant comme match face à un très bon de l'Ouest, hein, quand même. Denver Nuggets n'est pas n'importe qui. Et qui n'a pas en plus été si affaibli que ça à l'intersaison. Hein, puisqu'on voit les meilleurs sont là. Et puis il y a même eu la petite touche avec Bogdanovic, par exemple, qui est un joli apport. Bon, ils ont pris aussi Kolestein en renfort dans la raquette. Après tout, pourquoi pas. Après tout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je vous ai montré été, transition avec quelques matchs de début de saison, histoire de prendre un peu la température du truc. Et dans la foulée, ben, vous allez voir après, je vais assez rapidement simuler la fin de saison pour voir un peu, tout simplement, ce que ça a donné sans jouer. Donc, à partir d'un certain stade, je ne joue plus, je ne fais que simuler, avancer, puisqu'on a eu déjà des petites confirmations hein, de ce que je vous disais, à savoir peut-être quand même un peu plus de côté athlétique grâce à Turner, une dissuasion, voilà, il y a des éléments, moi, qui me semblent bons, quoi, avec l'apport de Miles Turner. Euh, la seule question au final qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que à ce prix-là, c'est-à-dire donc les conditions du trade que je vous ai montré juste avant, est-ce que à ce prix-là, Indiana laisserait partir Miles Turner? Ça m'a pas semblé scandaleux la manière dont c'était fait. Maintenant, est-ce que le prix sera pas quand même plus élevé IRL si jamais les Pacers venaient à se séparer de Miles Turner pour une raison d'embouteillage dans la raquette avec Sabonis et pour des profils finalement pas assez compatibles? Je crois en fait c'est la fin de saison. Là donc on sait que ça va recommencer la NBA à partir du 31 juillet. Euh, c'est cette fin de saison là qui peut à mon sens être déterminante sur l'avenir du duo Turner-Sabonis. On avait déjà parlé dans les coms avec certains d'entre vous, à savoir que vous pouvez tout imaginer, Turner qui bouge, mais on peut aussi envisager Sabonis qui bouge parce qu'en fait il a une énorme valeur et qu'on leur fait une offre qui est impossible à refuser. On peut en fait imaginer toujours des choses assez variées, puisque la NBA c'est quelque chose de totalement fou, dans une ligue dans laquelle ce qui paraît inenvisageable un jour paraît
possible 2 semaines plus tard et se concrétise 3 semaines plus tard, quoi. Donc le zéro chance que quelque chose existe est très rare. Oui, il y a zéro chance que LeBron James se fasse transférer à Orlando, ça c'est sûr, hein. Même s'il va y passer un certain temps à mon avis, mais pas pour y jouer avec le maillot du Magic. Ouais, il y a des choses impossibles, et il y en a d'autres en fait que je commence vraiment à me dire, des fois la réalité dépasse la fiction du jeu, quoi, hein. Donc voilà, on s'appuie sur ça. Ouais, et puis on va bientôt switcher vers quelques bilans, donc quelques bilans que je fais dans le jeu pour essayer de voir comment tout ça a évolué. Voilà, et ensuite, j'ai décidé de simuler violemment et massivement, tout ça pour laisser en fait le jeu décider. Voilà. D'habitude, je prends un petit peu plus le temps. Là, j'ai décidé de simuler très violemment. Alors voici le résultat. Voici le résultat donc de cet assemblage, hein, du côté des Mavs autour de Doncic Porzingis. Ben, le résultat, c'est un drôle de bilan en vérité, puisque vous voyez, on a avancé, on a avancé. Il y a eu un mauvais moment ici au milieu du mois de janvier où il y a quand même 5 défaites en 6 matchs, mais pour le reste, c'était quand même pas mal du tout. On va regarder ça jusqu'au bout, vous voyez. C'était notamment une dernière série là de victoires, juste incroyable. Il y a ici un nombre de victoires faramineux. Il y en a 11 victoires d'affilée pour terminer la saison. Et pour terminer la saison, comment terminer à la 2e place, ce qui est quand même énorme. Je ne m'attendais pas nécessairement à finir aussi bien cette saison. Et bon, certes, il y a eu des blessures. Ce qui a beaucoup conditionné la saison, ça a été quand même cette horrible blessure à un moment donné de Porzingis qui s'est froissé. Et ça, bon, ça a été un élément déterminant, mais ça n'a quand même pas empêché l'équipe de faire quand même de grosses choses, puisque vous voulez tous savoir peut-être ce que ça a donné en playoff. Bah, ça a donné ça. Ça a donné une finale NBA en simu, toujours pareil. Donc c'est très rare que je fasse ça, hein, de donner le résultat direct. Là, c'est le cas. Parce qu'encore une fois, je suis pas dans une logique. En fait, ça m'arrange bien de ne pas avoir gagné. Le thème de la partie, c'est d'une part les Pistons qui doivent être sauvés, d'une part, mais aussi les Mavs qui doivent peut-être essayer d'enclencher un mode dynastie, et également les Grizzlies qui doivent faire ce qu'ils peuvent pour essayer de faire grandir leur jeune génération, quoi, en fait, hein, c'est vraiment ça, voilà. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est surtout de voir, regardez, comment est-ce que les choses se sont passées au niveau des stats des joueurs. Déjà, on voit que avec Luka, j'ai pas un score phénoménal. Il faudrait peut-être prioriser un petit peu plus le scoring de Luka. Mais il y a quand même, je vais classer par nombre de minutes décroissantes, parce que ça, je trouve que c'est très parlant. Voilà. Celui qui a le plus joué, c'est Porzingis en moyenne. Il fait une super saison, hein, à 23 et 10 quasiment, avec presque 2 contres par match, ce qui est quand même pure saison, mais il s'est pété. En même temps, Porzingis, il y a une faiblesse. Après, Doncic, pas mal. Il fait 24, 10 et 8. Honnêtement, ça va. Turner a peut-être pas apporté exactement ce que j'aurais pu attendre à la base, même s'il y a de la dissuasion, mais alors au niveau du rebond, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Il faut vraiment, là pour le coup, il y a gros axe de travail, c'est le rebond pour Miles Turner, en lequel je crois bien évidemment, mais qui doit montrer peut-être autre chose. Après, on est un peu dans la lignée de ce qu'il y avait à Indiana, hein. Donc voilà. Après, dans le rayon des bonnes nouvelles, il y a un Jalen Brunson qui, franchement, apporte quelque chose. Un Finney Smith qui est bel et bien présent, mais celui qu'on pourrait surtout noter, c'est Seth Curry. Regardez-moi ça, Seth Curry, il a fait regardez, c'est là. Il a fait 15 points, ok, mais il faut regarder les pourcentages. Le pourcentage est sale. Pourquoi ? Parce qu'en 24 minutes, il a fait 15 points
à 50% au shoot, à 42,5% à 3 points et à 96% au lancer franc. Donc on l'a notre 50-40-90, le fameux. Hein, donc ok, il a eu un vrai temps de jeu, ok, mais à l'arrivée, il a vraiment bien profité de tout ça. Je pense pas que Doug McDermott soit non plus à jeter, parce il est très intéressant en sortie de banc. Pour le coup, j'avoue que je, je suis pas fan, mais finalement, je le trouve utile dans son genre, quoi. Lui, il a fait quand même 49% à 3 points, hein, par exemple. C'est sale, hein, 49% à 3 points. C'est une gâchette, quoi. Donc c'est toujours utile pour le spacing d'avoir ce type de joueur. Et c'est vrai qu'au niveau des stats, moi j'aime bien toujours voir le offensive rating et le defensive rating, notamment bah, le offensive rating, tout va bien, j'ai envie de dire. Hein. Deuxième équipe NBA. Et pour l'évaluation défensive, on est quand même, à ce stade-là, on est quand même quatrième. Donc, il y a de la perf, ça va vraiment bien. Après, il y a aussi des petites choses que j'aime bien regarder, vous savez, c'est la sécurisation du rebond. Est-ce que cette équipe des Mavs ainsi construite euh, sécurise le rebond ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, c'est le rebond offensif. Est-ce qu'en gros, on a des deuxièmes chances? Plutôt oui. Neuvième à ce classement-là, donc c'est pas mal. Et pour ce qui est de la sécurisation, donc voilà, que j'évoquais juste avant, du rebond défensif, en gros, la validation d'une bonne défense, quand il y en a une. Là, c'est average. Hein, c'est moyenne NBA, 16e. Bon, voilà. C'est moyenne NBA, donc il y a peut-être encore des progrès à faire dans ce registre-là, mais sinon, on voit bien que c'est une équipe qui est parfaitement lancée. Et dans le registre des équipes qui sont également pas trop mal lancées, il y a également les Grizzlies. Alors, les Grizzlies, ils ont eu une saison à 47 et 35, comme vous voyez tout en bas à droite. J'avais choisi la stabilité, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Je n'ai pas trop parlé de ça parce qu'au final, voilà, j'étais prendre un vétéran, mais Morant, Jones, hein, on est toujours sur le registre qu'on connaît. La continuité, hein, le développement, la continuité. Avec Brooks, Melton qui avait hérité d'une petite prolongation de contrat très correcte. Voilà, tout va bien. Et Grayson Allen aussi, à qui restait une année. Là, il va falloir se prolonger, se prononcer pardon, sur l'option, mais à mon avis, il faut la lever, hein, clairement. Et sinon, il y a peut-être un contrat qui nous embarrasse du côté des Grizzlies, c'est Kyle Anderson. Hein, voilà. Mais c'est pas si cher non plus. Allez, ça va, c'est 10 millions. Ça peut se supporter. J'avais prolongé par contre Josh Jackson, voilà, avec Josh Jackson qui mérite pour moi. Et j'avais aussi assuré le coup avec Justice Winslow, voilà, qui méritait lui aussi une prolongation. Et puis les forces de l'équipe sont évidemment Jackson, qui a encore une année de contrat rookie après celle-ci, et Valenciunas dans la raquette, qui est quand même sacrément solide. Lui, je suis à deux doigts de le prolonger, en fait, tellement il fait du boulot et Brandon Clark, hein, qui est le troisième homme en fait de cette rotation à l'intérieur qui est hyper fort et qui lui par contre a encore 2 années hein, de contrat rookie. L'option va pouvoir être activée à l'été. Donc en fait cette équipe, je ne considère pas qu'il y ait besoin de changer réellement quoi que ce soit parce que tous les postes sont doublés par des joueurs qui peuvent encore progresser. Et donc, il y a juste à attendre hein, et regarder pousser, entre guillemets, comme une plante qu'on aurait arrosée suffisamment, qui a tout le potentiel pour pour donner de très très belles fleurs. Bah voilà, bah c'est ça les Grizzlies. Il faut regarder tout ça. Et donc, bah aussi, ne pas hésiter à passer à l'été. Hein, donc après cette série de playoffs 2021, été 2021, où on peut s'attendre à ce que ça ne bouge pas beaucoup du côté des Grises, avec par contre quelques petites décisions à prendre du côté des Mavs, en ce sens que, ok, Porzingis, il lui reste du contrat, il n'y a pas de souci, Doncic, comment dire, on va activer.
Du coup, la marge ne sera pas... Il n'y aura presque pas de marge. Miles Turner, il restera encore 2 années. Dylan Wright en dernière année. À ce stade, les mecs dont je peux envisager de me séparer, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, par fidélité, j'aurais envie de garder... donc déjà, les petits rookies, Higgins et Whitney, j'y crois dur comme fer. Jamais je les lâcherai. Boban, faudra qu'il y ait une 14e place dans l'effectif, en gros. C'est ce qu'on va voir après. JJ Barea, au niveau identitaire, je n'ai pas le droit de ne pas l'activer. Dwight Powell aussi, ce serait quand même une forme d'abandon de laisser ce joueur partir. Ce serait un peu n'importe quoi. Vous avez vu, ils ont craqué sur le contrat à 17,72 là, sur la 4e année restante. Il faudra que j'aille modifier. Donc voilà, peut-être re-signer Doug McDermott. Donc finalement, vraiment la continuité, hein. Mais ça paye, hein. Ça paye déjà au niveau de l'entente équipe, de ne pas faire de trade. Et puis quand on a des joueurs qui font le boulot avec des rôles bien définis, quelle est l'opportunité franchement de tout bouleverser? Je vois pas. Je vois pas. À part se faire plaisir à monter des trades, ce qui se conçoit éventuellement, hein, mais voilà. Donc, passage à l'été. Un été pendant lequel quelques superstars vont bouger, pas des moindres, puisque Kawhi Leonard va quitter les Clips pour aller du côté des Spurs. Incroyable retour. Je vous avais montré une ébauche de cela dans ma dernière vidéo sur NBA 2K avec les Pistons en star, si j'ose dire, et Giannis Antetokounmpo qu'on apercevra dans pas longtemps en action face à Dallas, a été du côté des Miami. Incroyable. Il y a eu des rumeurs en fait sur ça. On peut imaginer un Giannis là qui sortait d'un titre et qui était parti du côté de Miami. Donc pourquoi pas tout ça. Dès qu'on a du cap space en fait en NBA et des gens qui ont des vraies volontés de monter des accords, parce que là en l'occurrence c'est un recrutement en tant que free agent. Il y a toujours des trucs totalement faisables dans des franchises comme ça, très très bien gérées comme Miami. Vous avez vu, j'ai trouvé le 14e spot pour Marjanovic, après avoir également contacté Mo Harkless, qui peut apporter modestement, mais au stade avancé de sa carrière, là, peut apporter un petit truc quand même, on sait jamais. Et ainsi que, évidemment, la reconduction de McDermott, qui s'est avéré en fait un excellent shooter, mais on s'en doutait, je vous l'avais un peu vendu à l'avance. Alors, les progressions ont été intéressantes, petite progression pour par-ci par-là pour certains joueurs, donc un peu de satisfaction de ce côté-là. On a notamment, voilà, même McDermott a trouvé le moyen de progresser un petit peu, c'est sympa. Crowder reste relativement modeste. Et bon, après, on a quelques joueurs qui ont régressé à cause de soit l'âge, soit quelques blessures enchaînées, ce qui est toujours une mauvaise chose, mais c'est aussi ça la NBA. On va passer au camp d'entraînement pour voir un petit peu sur quoi j'ai priorisé ces camps. Bah ouais, toujours le rebond pour Miles Turner. Faut pas délirer. C'est vraiment l'axe principal pour lui, c'est le rebond. Et j'avais un deuxième camp parce que mon préparateur n'en octroie que 2 au lieu de 3, étant donné sa valeur en fait, préparateur physique. C'est la défense intérieure, donc on touche au secteur de la dissuasion chez Porzingis, qui est pas dégueu déjà à la base dessus, mais qui, s'il progresse encore, peut s'avérer monstrueux. Après, on voit que le premier rendez-vous de l'année, il est salé, c'est contre le Miami Heat justement de Antetokounmpo, mais avant cela, un petit coup d'œil sur la manière dont les choses ont été organisées au niveau de la rotation. Donc j'essaie d'étendre quand même des minutes, parce que j'ai remarqué que les petits jeunes comme ça, comme Whitney et Higgins, ils ont tendance quand même à progresser plus facilement si on les fait jouer ne fût-ce que 12 minutes par match, mais au moins ils ne sont pas à zéro. Voilà. Il y aurait aussi l'autre stratégie qui serait de les faire s'entraîner très durement et ne pas jouer. Il n'est pas dit que je le fasse pas en cours de saison, mais a priori on va quand même partir sur ça. Il y a eu du mentorat, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois le mentorat, donc je pense plus que ce soit nécessaire. Là, ce qu'il faut vraiment, c'est plus se tester sur le côté athlétique et la capacité à résister à des joueurs extrêmes
comme peuvent l'être Giannis Antetokounmpo par exemple, mais pas que, parce qu'avec l'alliance entre Butler, Adebayo et Antetokounmpo, avec quand même 2 autres joueurs dans le 5 qui sont loin d'être dégueulasses, hein, vous m'excuserez, Dragic, Hero, c'est plus que dangereux au niveau du shoot notamment, donc même du scoring en général. On va essayer de faire ce qu'on peut. Autant exploiter par exemple les mismatchs. Ici, il y avait eu un écran qui avait provoqué un changement de défenseur, donc il faut en profiter immédiatement. Et regardez là par contre, voyez, Turner qui n'a pas suivi. Ça, c'est un fail, ça. Il n'a pas suivi, ce qui veut dire que j'ai peut-être mal paramétré l'aide et que sur cette action, on s'est retrouvé finalement défaillant. Après, il y a Luka qui fait du Luka, c'est-à-dire qu'il est quand même capable d'aller provoquer, pénétrer et marquer avec la faute. Regardez là ici, Antetokounmpo qui par contre, voilà, exemple de dissuasion, là où Turner n'est pas venu en aide, a lâché son joueur initial pour venir justement à ce qu'on appelle l'aide défensive. Il est venu et il l'a fait. Ensuite ici c'est pareil, sauf que Turner est de nouveau resté sur l'extérieur. Vous voyez pourquoi je contrôle le pivot bien souvent en défense? C'est parce que je veux pouvoir aider manuellement, parce que sinon, je suis pas certain qu'il va pas au dernier moment changer de joueur et laisser l'accès au cercle pour le mutant qui pénètre en face. Donc ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles, là c'est plus la thématique du gameplay, hein, c'est une raison pour lesquelles je contrôle souvent. Bon alors là on s'est fait tuer là, c'était magnifique cette action, elle était somptueuse. D'ailleurs, on est en train de se faire déglinguer. Mais c'est une raison pour laquelle je contrôle souvent un grand pour venir en aide dans la raquette, parce que j'ai remarqué que déjà, c'est un peu pénible de défendre sur les extérieurs, parce que souvent avec les multiples badges et insignes, ils ont tendance à vous rendre fou sur leur drive, sur leur pénétration, sur leur handle, sur leur feinte, etc. en tout genre. On s'est fait décalquer. Hein. J'ai mal, quoi. J'ai mal de m'être fait ouvrir comme ça, parce que ça prouve qu'en fait le projet il est pas encore abouti du tout. Hein. Il manque encore de qualité pour résister à une équipe comme celle-là. Hein. Vous verrez dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'a fait Détroit par contre Dallas pour un peu comparer finalement les profils d'équipe. Parce qu'on est quand même tous d'accord à ce stade-là que ces Mavs de Luka Doncic, Porzingis et compagnie sont infiniment plus talentueux que les Detroit Pistons que j'ai construits avec John Wall et Edwards. Hein. Je pense qu'on va être tous d'accord sur ça. Et ben, c'est intéressant de voir quand même face à des adversaires identiques ce que ça peut donner. On a vu le chantier d'Antetokounmpo et donc après ce que je vais faire c'est tout bêtement parce que on a une idée en fait, c'est la même équipe que l'année précédente. On a une idée à peu près de ce que ça peut donner donc ce qui reste à faire à ce stade-là, c'est avancer. Avancer, après on connaît le comportement du jeu en simulation. On sait que la simulation est quand même excessivement aléatoire hein, sur NBA 2K mais on l'accepte, c'est comme ça. Elle apporte parfois des résultats logiques, mais parfois aussi des résultats ô combien fâcheux et illogiques. Hein, donc voilà, on le prend, c'est comme ça. Bilan assez mitigé hein, en ce début d'année, avec blessure de Finney Smith, avec comme ça des petits soucis. Je vous avoue que la rotation à ce stade-là, j'affirmerai pas qu'elle est définitive. Je pense qu'il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue un petit peu avec le temps. Crowder ne peut pas faire exactement le boulot de Finney Smith. C'est pour ça que Finney Smith est quasi indispensable en fait à cette équipe-là. Mais avec l'avènement de Whitney, à un moment donné, peut-être que Whitney pourra être le troisième joueur athlétique ailier qui peut aussi apporter pas mal de choses. C'est très serré à part les Grizzlies qui écrasent l'Ouest, quoi. Les Grizzlies, ils sont on fire, c'est incroyable. L'équipe se développe. Hein, je vous parlais de voir les fleurs pousser quand on a arrosé la plante, c'est en train de pousser mais copieux quoi. Voilà, une petite avancée encore, quelques petites simus avant de terminer l'épisode, puisque je proposerai la fin de saison et surtout les playoffs, parce que je crois que c'est surtout les playoffs à ce stade-là qui nous intéressent avec ces Dallas Mavericks. Hein. Donc je ferai un épisode Pistons où on continuera à mesurer un peu l'évolution de l'équipe. Et puis après avoir fait un épisode Pistons, on se fera peut-être un épisode playoff général, hein, dans lequel les Mavs auront leur mot à dire, mais sûrement aussi les Grizz, donc les 3 équipes que je contrôle. En fait, hein, vous l'avez bien compris, cette partie à 3. Voilà, je vous dis à plus, vive la NBA, et en espérant que tout le monde va bien et s'amuse. Bye bye.